Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Claude Evenot, qui publie Un monde avant, voyage intérieur dans la peinture, aux éditions Christian Bourgois. Exploration d'une scène, de multiples scènes ou d'une scénographie, voilà ce qui oppose avant tout l'ordinateur et le musée, sans qu'on ait à y voir une hiérarchie, mais plutôt une chance de réinvention et d'élargissement de la fabrique d'une communauté d'images. Parcours multiple, Claude Evenot, le cinéma d'abord, cinéma documentaire. Vous avez fait une vingtaine de courts et moyens métrages. Et puis l'enseignement, vous enseignez toujours d'ailleurs, à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage, qui est à Blois, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Vous avez été journaliste aussi dans des revues d'architecture et d'urbanisme. Par exemple, éditorialiste à l'Architecture d'aujourd'hui, de 94 à 98, Architecture d'aujourd'hui, la grande revue d'architecture, en tout cas pendant ces années-là. Vous avez été aussi directeur des études à l'École nationale supérieure de création industrielle et, ne l'oublions pas, conseiller de programme à France Culture. Ça, c'était... C'était pendant les années 90, oui. Voilà. Du temps de Jean-Marie Borzex et puis Patrice Gélinet. Avec une petite spécialisation du côté de la fiction, des dramatiques. Oui, seulement sur la fin. Lorsque Patrice Gélinet est devenu directeur, c'est lui qui m'a demandé de m'occuper de la fiction. Auparavant, je m'occupais des documentaires ou des missions que vous avez bien connues à l'époque, vous-même, qui s'appellent Le Blond Plaisir ou Les Entretiens à voix nue, enfin des choses comme ça. Toutes sortes d'émissions à longue durée. Qui n'existe plus vraiment sur aucune chaîne de radio maintenant. Est-ce que ça produit de la nostalgie, la radio, quand on l'arrête? Oui, ça prend toujours de la nostalgie parce que c'est la voix qui procure de la nostalgie. C'est tellement vivant, une voix allégée de ces images et des visages, etc., que lorsqu'on écoute surtout des gens dont on apprécie l'œuvre, les écrivains, des peintres ou des choses comme ça, on est très facilement bouleversé parce qu'on entend... On les entend mieux sans les voir. Il y a quelque chose de leur vérité profonde qui passe à travers la radio, comme ça. Alors, ces différentes expériences professionnelles dont j'ai parlé très rapidement doivent garder des traces dans des livres. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et vous en avez écrit quelques-uns. Pas si nombreux que ça, d'ailleurs. Non, mais j'éprouve pas le besoin d'écrire... beaucoup. D'être en train d'écrire, oui, c'est un bonheur. On n'écrit pas par souffrance. Mais d'avoir une grande production, ça n'est pas pour moi une nécessité. J'attends simplement d'être confronté à quelque chose qui m'envahit l'esprit et qui me dit bon, j'ai quelque chose à dire en ce moment sur telle chose. Voilà. Il y a eu tout de même Carnet de ville aux éditions de l'Imprimeur il y a 20 ans. Un amateur d'architecture chez ce même éditeur en 2001. Regarder le paysage, un livre destiné aux jeunes lecteurs chez Gallimard Jeunesse en 2006. Histoire d'espace chez Sens et Tonka en 2011. Et puis alors, un roman. Vous êtes l'auteur d'un roman intitulé Sur la lande, qui a été publié chez Gallimard en 2005.
généralement, un roman est toujours suivi d'autres romans, et ça n'a pas l'air d'être le cas chez vous. Non, parce que ils s'en publient tellement des romans que on est quand même un petit peu découragé dans ce secteur-là, quoi. Et sans doute à tort. Enfin, voilà ce que ça me fait. Moi, ça me décourage assez facilement. J'en suis un lecteur de romans. J'ai beaucoup de plaisir à les lire. Mais écrire un roman, il faut pour moi que ça se fasse de la même manière que j'écris les autres livres, c'est-à-dire sans trop savoir où je vais. Et très souvent, le roman, ça demande une structure, une organisation, une sorte d'anticipation, d'aventures, qui peuvent être très modestes comme aventures, mais d'aventures quand même de différents personnages. Et je suis pas sûr que j'y trouverais le plaisir que je trouve à écrire l'exercice d'une pensée. Dans le roman que j'ai écrit sur la lande, là, je ne savais pas ce que j'allais écrire au départ. C'est venu comme ça à travers le récit intérieur d'un personnage, ce qui faisait que j'étais débarrassé de la structure. Je pouvais suivre une sorte d'aventure de l'esprit à travers un personnage de fiction. Et Sur la lande, on peut entendre sur la langue. Oui, absolument. On peut entendre ça comme ça. Oui. La fiction, est-ce qu'elle n'est pas aussi dans l'exercice de la pensée, pour reprendre votre expression? Oui, elle l'est dans la mesure où c'est pas une pensée nécessairement théorico-déductive. C'est pas, on n'est pas dans le domaine des sciences exactes. Moi, je pense à la pensée pour moi, elle vient de ce que j'en ai saisi dans ma jeunesse, à savoir une formation par les écrits surréalistes. C'est avant tout la pensée analogique, une sorte de liberté comme ça, d'errance à l'intérieur de concepts, de sensations, d'ailleurs sans frontières entre ce qui est l'ordre du conceptuel et l'ordre du sensible. Donc on peut dire... D'ailleurs, il y a un philosophe américain dans les années 70 qui s'appelait Feyerabend, qui avait écrit un livre contre la méthode et qui expliquait que la pensée scientifique, elle fonctionnait de manière analogique et qu'il y avait du surréalisme dans les découvertes d'un Einstein ou d'un autre. Je pense ça aussi, je suis convaincu de ça, que cette espèce de liberté de navigation dans des concepts, c'est ça qui est la part de fiction productive de nouvelles idées. Alors, le nouveau livre... Vous l'avez intitulé Un monde avant, et sous-titré Voyage intérieur dans la peinture. Et c'est une sorte d'expérience intérieure, en effet, qui est la vôtre avec ce livre. Vous parlez de mélancolie baladeuse, je crois, quelque part. Expérience intérieure de l'amateur d'art que vous êtes quand vous passez votre temps devant l'écran de votre ordinateur. C'est-à-dire que vous passez des années et des années à chercher des peintures, non pas dans les musées, mais sur la toile. Oui, mais ça, c'est récent quand même, parce que moi, j'ai résisté à l'ordinateur jusqu'en 2002. Je savais même pas taper à la machine avant 2002. Les nécessités du travail m'ont obligé à manipuler un ordinateur cette année-là, à apprendre à servir d'Internet, etc. Et pour m'entraîner, j'ai commencé à taper un texte que j'écrivais à la main, comme d'habitude. Et je me suis aperçu que Internet, évidemment, me donnait accès à tout un tas d'informations. Et l'amateur d'art que j'étais, mais qui bricolait une espèce de collection de représentations avec des cartes postales ou des livres, d'un seul coup... Dans des boîtes à chaussures. Exactement. Les cartes postales, pour ça, c'est la boîte à chaussures, c'est ce qu'il y a de mieux. À partir de là, je me suis aperçu que je pouvais collectionner des images de peinture, non seulement de peintures que j'avais pu aimer dans les musées, mais d'images de peinture que je n'avais jamais vues et que je savais que j'aurais aucune occasion de voir. Parce qu'il y a des images qui sont dans des réserves de musées qui sont sur Internet. Il y en a d'autres qui sont dans des musées à Tombouctou ou Vladivostok, etc., que j'ai aucune chance d'aller voir un jour, etc. Et donc, en termes de représentation, Internet est un musée sans fin, absolument inouï. En une dizaine d'années, rien que par sélection de ce qui m'avait attiré l'œil, qui m'avait intéressé à un titre ou à un autre, j'en ai réuni 80 000 dans mon ordinateur. Alors, imaginez le nombre que j'ai vu pour en garder que ça. À partir d'une thématique précise? Pas du tout, pas du tout. Non, j'ai cherché systématiquement par nom d'artiste, un peu partout. Et puis, dans chaque artiste, je prenais ce qui m'interloquait, quoi. Des fois... à cause du sujet, des fois à cause de la matière, des fois à cause de
de choses un peu mystérieuses, comme des rencontres avec ce qui pouvait agiter les tréfonds de mon inconscient. Hein. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'un de nos grands écrivains français a appelé le musée imaginaire ? Oui, mais la différence avec Malraux, c'est que je pense que c'est l'ambition et la mégalomanie qui ne sont pas de la même taille, quoi. Voilà. Vous parlez de musée planétaire. Oui, bien sûr, mais ça, c'est Internet qui fournit un musée planétaire. Moi, j'ai pas la prétention de fabriquer un musée planétaire, pas du tout. Alors que Malraux, lui, avait la prétention de dire la vérité de l'art, une vérité définitive, comme s'il en avait été capable de la deviner. Ce qui est assez amusant, c'est de voir toute l'analyse qu'en a faite Georges Didier Huberman il n'y a pas longtemps, là, qui montre à la fois l'aspect intuitif génial qu'il y a chez Malraux par moment, puis le délire mégalomaniaque qui est quand même majoritaire. Donc, moi, je ne cherche pas ça. J'ai voulu me lancer dans un rassemblement d'images qui avait un autre sens que de chercher une vérité définitive. Et puis, on ne peut pas dire non plus que vous ayez voulu vous lancer dans un combat de titans entre le musée et l'ordinateur. Vous n'opposez pas le musée à l'ordinateur. Non, pas du tout, parce que l'expérience que l'on fait de l'un et de l'autre n'a pas grand-chose de commun. Il reste que l'on utilise la notion d'aura, hein, ou une autre quelconque, etc., le pouvoir de la matière physique, je ne sais pas quoi. Lorsque vous êtes devant une œuvre, il se passe quelque chose qui ne se passe pas devant une représentation. Qu'elle soit une représentation sur papier dans un livre ou qu'elle soit sur Internet. Il y a une... En fait, vous n'avez pas vraiment accès à la totalité de ce qu'on appelle peinture quand vous êtes devant une représentation. Et lorsqu'on est devant Internet... On est beaucoup devant la dimension iconographique des images, plus que devant la peinture, au sens le plus complet du mot. Pour vous, Claude Evenot, il y a, et le petit texte que j'ai lu pour ouvrir l'émission le dit bien, une chance de réinvention et d'élargissement de la fabrique de ce que vous appelez, à la suite de Jean-Christophe Bailly, une communauté d'images. Oui, mais en fait, c'est tout à fait simple, ça. Pour les gens de génération d'avant Internet, d'avant la circulation massive des images par cette nouvelle technique, les images que l'on partageait dans une population, on peut dire même dans une nation, c'était des images qui étaient véhiculées en grande partie par l'école et augmentées par des collections familiales éventuelles, etc. Mais c'était quand même principalement celles qu'on voyait dans La Gare des Michards, dans Malais Isaac, ces livres que tout le monde avait à l'école. Et plus les images qui étaient véhiculées pour illustrer des livres ou pour, au début, aussi montrer un peu à la télévision. Des choses qui donnaient une idée d'une culture partagée et donc d'une identité culturelle nationale, etc., par le partage. C'est ça que Jean-Christophe Bailly appelait une communauté d'images. C'est quelque chose qui fait qu'on peut se parler parce qu'on a des espèces de référents et qu'on peut faire des exercices d'admiration identiques d'un individu à l'autre dans un pays, dans une population. Donc là, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça peut devenir, une notion comme celle-là. Comment aujourd'hui on peut encore fabriquer une communauté d'images, comment on peut transmettre quelque chose qui soit partageable. Et le livre en est la proposition. C'est une proposition comme ça, J'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait se lier de la mémoire des anciennes images qui faisaient communauté avec toutes celles qui se proposent par le biais d'Internet. Comment il peut y avoir quelque chose qui s'agrège entre une partie des nouvelles, forcément une partie, et puis toutes les anciennes. Et de le faire justement en me posant des questions qui sont fondatrices d'une communauté politique. L'histoire, la religion, la relation à la nature, toutes ces choses-là. On va voir d'ailleurs comment vous avez conçu ce livre avec ces 4 parties, la religion, l'histoire, la nature, le peuple. Mais le projet lui-même ne se limite pas au livre. C'est ça qu'il faudrait qu'on précise maintenant aux auditeurs. Je vois par exemple sur la couverture un magnifique flashcode. Oui, ça peut sembler vulgaire de mettre un flashcode. Je me demandais d'ailleurs si c'était quelque chose qui allait pas tout gâcher, un peu comme autrefois les codes barres ont énervé tous ceux qui étaient passionnés par l'aspect physique des livres, leur beauté, quoi.
Mais là, on s'est bien débrouillé avec Dominique Bourgois, l'éditrice. C'est tout à fait esthétiquement acceptable. Mais alors, l'idée, voilà, c'est simple, c'est que on ne peut plus faire un livre, enfin, si jamais on a pu le faire d'ailleurs, avec un nombre incroyable de peintures auxquelles je fais allusion. Là, je fais allusion à 600 peintures. Ce qui est quand même énorme. Vous ne pouvez pas faire un livre avec 600 illustrations dedans. Il est intransportable, illisible et surtout économiquement impossible. Aucun éditeur ne pourra se lancer dans une coédition internationale. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment un livre mondial avec un poids mondial aussi. Donc, j'y ai pensé pendant le temps où j'écrivais le livre, pour la bonne raison que les peintures, je les accumulais, je les classais en fonction de ce récit d'images. Dans mon ordinateur. Et donc, à la fin, je me retrouvais à avoir un paquet de près de 600 peintures dont j'ai pensé qu'ils pouvaient très bien être l'objet d'un site. Il suffit de trouver le lien entre le site et le livre. Alors, c'est pas seulement une adresse. Là, ce qui est venu en discutant avec Dominique Bourgois, etc., ce qui est venu, c'est l'idée du flashcode, qui est quand même la chose la plus automatique, qui permet non seulement d'aller regarder sur un ordinateur, mais de le regarder même sur un smartphone, c'est-à-dire sur les téléphones que tout le monde a pratiquement maintenant. Donc, vous saisissez le flashcode et vous avez accès à un site qui montre les 600 peintures classées dans l'ordre où elles apparaissent dans le texte. On peut aussi aller sur le site de Christian Bourgois. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a donc le texte avec ses 4 parties, et ensuite, ce que vous appelez la collection, avec la liste des peintures et des autres images. Il n'y a pas que des peintures, d'ailleurs, que vous citez dans le texte. Oui, il y a quelques autres images que les peintures, très peu d'ailleurs, mais... Des affiches. Oui, il y a des affiches, il y a des photogrammes de films et quelques photos. Les photogrammes de films, c'est tout à fait logique pour la bonne raison que c'est ma culture la plus ancienne, le cinéma, pas seulement comme pratique, mais comme cinéphilie passionnée des années 60. Et donc, réfléchir en compagnie des images, réfléchir aux moyens des images, etc., ça convoque, même si c'est le sujet principal est la peinture, ça convoque la culture d'image que l'on trimballe avec soi. Et dans ma culture d'image, il y a des images de cinéma qui sont essentielles, qui m'aident à parler de certaines peintures même. Est-ce qu'on pourrait parler d'une écriture cinématographique faisant appel beaucoup au montage ? Oui, on pourrait penser à ça. J'ai même d'ailleurs imaginé que si les moyens me permettaient, je ferais un film en bon titre avec le livre. Un peu comme... avec presque un récit allant vers la fiction, un peu comme dans le style de Chris Marker, quoi. Quelque chose de cette école-là de cinéma. Alors, certaines des œuvres proposées sont peu connues, d'autres archi connues. C'est le cas de celle qui ouvre la section religion, une fresque de Giotto à Assise, qui représente le sermon aux oiseaux de Saint François, devenue, dites-vous, presque un chromo, tant elle est reproduite. Et dans cette fresque, on voit bien que le Dieu caché, c'est tout de même la peinture. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme je le rappelle, c'est quand même le pivot de l'histoire de l'art en Occident. On fait commencer vraiment la peinture très souvent à Giotto, et cette peinture-là, on est particulièrement représentative. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié la peinture des temps médiévaux ou même de la peinture sous l'Antiquité, etc. Mais il y a quelque chose de spécifiquement occidental, le mouvement de l'Occident, le mouvement des temps modernes, et que l'on fait apparaître avec Giotto. Et moi, j'ai pris cette peinture-là parce que celle-là m'avait particulièrement ému, en vrai, et que j'avais jamais oublié cette émotion. Et donc, de la retrouver sur un écran en la cherchant, et de manière particulièrement bien reproduite, d'ailleurs, ça m'a poussé à commencer là. Donc, je ne fais que des rappels de ce qui était antérieur à Giotto, mais j'ai commencé là. Et pour moi, c'était oui, un pivot de l'histoire de l'art, mais un pivot intellectuel aussi, parce que on peut se poser tellement de questions à partir de la peinture de Giotto, comme l'ont fait tous les historiens de l'art depuis des décennies et des décennies, mais on peut continuer à le faire de manière singulière. Donc, c'était un bon début. Est-ce que l'écriture de ce livre a nécessité la lecture de textes de référence, ou est-ce que c'est une improvisation chaque fois, les mains dans les poches?
Les mains dans les poches, c'est un peu difficile quand on tape sur un clavier, mais non, c'est suffit de les sortir de temps en temps. Non. J'ai fait confiance à ce qui pouvait m'en rester dans la mémoire de ce que j'ai pu lire sur l'art depuis les années 60. Il n'y a pas un travail de recherche bibliophilique? Non, aucun travail de recherche bibliophilique. C'est pour ça qu'il d'ailleurs il n'y a aucune référence, aucune note en bas de page ni à la fin du volume. Rien du tout, parce que bon, voilà. Il y a des chemins ouverts. Des quoi? Des chemins, par exemple, à travers la peinture religieuse. Chemin qui vous apparaît comme un véritable chemin de turpitude religieuse. Oui, parce que c'est à la fois ce qui m'est arrivé. En fait, moi, voilà, il y a une chose très simple à comprendre, c'est que je suis né dans une famille bretonne, catholique, pratiquante. Donc j'ai été abreuvé de bondieuseries avec des grenouilles de bénitier dans tous les coins de la famille, etc., jusqu'à l'âge de 15 ans, l'âge auquel ça m'a commencé à me susciter de la révolte chez moi. Mais ce que j'ai vécu comme ça à l'adolescence, c'est aussi de regarder les images pieuses, les Saintes Vierges avec un autre œil, les regarder comme des femmes, tout simplement comme des femmes. Et j'ai essayé de raconter ça. Ouais. Vous avez maté les femmes dans la peinture religieuse. J'ai maté les saintes, moi. Voilà, Marie-Madeleine, la Sainte Vierge, je les ai toutes matées. Un peu comme je me souviens d'avoir lu quelqu'un qui avait fait la même chose. Une fois, c'était celui qui avait écrit Les ciels de Tiepolo. Alain Buisine, voilà, c'est ça. Il racontait comment les cuisses potelées de la Vierge Marie dans les peintures de Tiepolo n'arrêtaient pas de le réjouir. Voilà. Il y a cette réjouissance-là, comme ça, dans la peinture religieuse, où je pense que les peintres étaient vraiment des gens avec un esprit incroyablement libre, qui faisaient tout ce qu'il fallait pour pas faire trop choquer, mais qui se sont autorisés des représentations de la dimension la plus charnelle de la vie à l'intérieur de la peinture religieuse. L'histoire, c'est la deuxième partie du livre. Et là, c'est le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple sur les barricades, qui va déclencher le défilé des images. Oui, parce que c'est ce tableau-là, il était dans tous les livres de classe des années, jusqu'aux années 60 en tout cas. Tant que j'étais à l'école, j'ai vu sans arrêt cette peinture. Et s'il y a bien une idée encore plus forte que les chromos de la Révolution française pour dire l'originalité révolutionnaire du peuple français, c'est bien ce tableau-là, qui, même si la Révolution de 1830 était moins intéressante que celle de 1848 et celle de 1789, ça on l'apprend après, ces choses-là. Mais en termes d'image symbolique de la capacité subversive du peuple français, le tableau de Delacroix est inouï. Il a été plus vu et plus admiré que n'importe quel autre. Déclic de l'éveil de la conscience, alors. Oui, c'était j'ai commencé à aimer la révolte politique en aimant ce tableau. Et après, évidemment, il a fallu nourrir avec des livres de théorie politique. Mais l'expression comme ça, émouvante de la révolte, celle qui peut emporter l'adolescence dans une posture de refus, est née là. Et comme d'ailleurs avec ce qui fait son pendant... Les Misérables de Victor Hugo. Seulement voilà, vous parlez d'un dégoût de l'histoire. Vous dites profondément dégoûté de l'histoire après avoir perdu tant d'illusions. Oui, mais ça, c'est... Je ne veux pas rentrer dans le détail des illusions perdues. Tout le monde les connaît. Les gens qui sont nés dans les années 40 comme moi, qui ont cru à la Révolution pendant toutes les années 60, qui ont pensé qu'en mai 68, le monde était en train de s'éclairer d'une lumière inouïe, qui était celle dont ils rêvaient depuis leur toute jeunesse, et puis qui ont vu, dans les années 80... la social-démocratie, amener le libéralisme, transformer la culture en industrie culturelle et fabriquer peu à peu une société la plus convenue qui ait jamais existé depuis que je suis né. C'est facile de voir quel désillusionnement. Alors, le désillusionnement... Ça commence à la Renaissance. Oui, voilà. Le désillusionnement, il fait qu'on se dit, bon, j'ai été amené à penser des choses qui ne se sont pas produites. Qu'est-ce qui allait pas dans ma formation? Qu'est-ce qui n'allait pas dans mes références de la jeunesse? C'est pour ça que j'ai voulu revoir tout ce background qui venait des images du politique, des images d'une société politique depuis la Renaissance. Comment le pouvoir a été représenté, comment le refus du pouvoir a été représenté d'autre part. Tout ça, un long voyage dans la représentation du politique. Titien avait tout compris.
Oui, c'est ce que je dis à un moment donné, parce que je trouve que c'est assez extraordinaire je dirais pas stigmatiser, mais de préciser ce qu'il en est de l'intériorité d'un homme de pouvoir en peignant son visage. C'est assez fascinant chez Titien de voir à chaque fois le petit détail comme ça qui donne toute la force de ce qui habitait ces hommes-là. Face à toutes ces désillusions, Claude Evenot, est-ce qu'il n'y a pas une valeur refuge qui s'appelle la nature? Non, c'est pas une valeur refuge, c'est... Un autre monde? Oui, c'est plutôt ça, un autre monde, oui. C'est quelque chose qui a toujours été là, qui s'est passé comme ça, presque en parallèle, qui était conditionné par le fait que je suis un fils d'immigrés de l'intérieur, quoi, un fils de Bretons qui sont nés en Bretagne, et moi je suis né à Paris. Et donc j'avais des attaches rurales qui est très très fortes. Si bien que la nature, par le biais de ce qu'on appelait une campagne, est restée présente toute ma vie. Jusqu'à d'ailleurs, sans doute par hasard, m'amener à enseigner l'histoire des jardins et du paysage dans une école. Il y a ce goût très net pour les images de jardin, chez Velázquez, chez Watteau, par exemple. Oui, mais c'est pas n'importe quelle image de jardin, justement, ces deux-là. Ce sont des images presque de ruines de jardin. Le tableau de Velázquez, c'est la Villa Médicis avant qu'on la restaure, c'est un jardin brinque-ballant. Et les tableaux de Watteau, ça passe toujours, il est mort en 1715. Il y a un tableau que j'aime beaucoup qui s'appelle La Perspective, qui date de 1715, l'année de la mort de Louis XIV. Presque tous les tableaux de Watteau dans les jardins sont de la fin de l'âge classique en matière de jardin. Et donc ils ont poussé les arbres, en fait, c'est la défaite du jardin classique, du jardin de Louis XIV, qui forme le décor des tableaux de Watteau. Et donc, il y a quelque chose d'une fin de parcours comme ça qui est très émouvante dans ces tableaux. C'est cela que j'aime. Oui. Et l'enchantement fondateur vient d'une visite interdite au désert de Retz. Ben oui, parce que je disais tout à l'heure que le surréalisme m'avait profondément marqué comme ça, très jeune. Et André Breton et quelques autres parlent justement du désert de Retz qu'ils avaient visité, alors que c'était une propriété privée interdite, qui servait de ferme à des propriétaires terriens et qui possédait les ruines du parc à fabriques le plus étonnant de la région parisienne. Donc j'ai voulu aller voir moi-même ce qu'avaient vu André Breton et le groupe. Donc j'y suis allé en faisant le mur, etc., avec des amis. Et l'enchantement était tout à fait celui que l'on pouvait supposer en ayant lu André Breton. Il n'y avait aucune déception possible. La dernière partie du livre, c'est le peuple. C'est comme ça que vous l'avez intitulé. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ça me fait penser à quelque chose qui m'avait toujours un peu intrigué. Je me souviens au début des années 80, quand la gauche est arrivée au pouvoir et qu'il y a eu cette grande manifestation à la Bastille. J'y étais pas, moi. Mais on m'a raconté, des amis m'ont dit, voilà, c'était le peuple de gauche qui était là, heureux dans la rue. Alors, moi, le peuple de gauche, je ne sais pas trop ce que c'est. Et par contre, le sentiment d'appartenir à un peuple, d'être en train de vivre comme ça, à l'unisson d'un peuple, c'était quelque chose qui m'avait traversé l'esprit comme désir aussi, et même éprouvé un peu dans certaines manifestations autrefois. Donc j'ai voulu m'interroger, en m'aidant de la peinture, sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire un peuple, et pourquoi j'ai voulu parfois y appartenir. Donc des portraits ? Oui, les portraits, les autoportraits, pas des portraits, des autoportraits, parce que je me suis dit, bon, tout ça part quand même de cette phrase d'Anacharsis Clote qui disait je fais partie du genre humain. Ma patrie, c'est le genre humain. Donc, le genre humain, je me suis dit que peut-être les peintres, dans leurs autoportraits, avaient essayé de le définir. C'est-à-dire que dans la peinture de ce qu'ils étaient singulièrement, ils avaient pu faire passer la généralité à laquelle ils appartenaient. Donc, j'ai regardé celui par lequel je commence dans le livre, qui est l'autoportrait de Lucas Cranach, qui est peut-être celui qui me bouleverse le plus, parce qu'il ne joue sur rien de spectaculaire. Simplement, il y a une sorte de profonde mélancolie. Pour quelqu'un qui a peint 2 tableaux représentant la mélancolie qui sont hyper célèbres, c'est pas forcément une surprise. Mais surtout, il l'exprime comme une infinie douleur douce, quoi. C'est comme ça que je le dirais. Ce tableau est bouleversant à cause de ça.
Donc j'ai commencé à réfléchir en me disant, voilà, qu'est-ce que c'est que à quel peuple le genre, la notion de genre humain fait allusion, c'est peut-être le peuple des mélancoliques, je ne sais pas. Oui, des êtres fatigués de la vie, comme vous dites. Oui, comme le tableau de Hadler. Et vous parlez de ce pionnier de la radio qui nous faisait comprendre ce que devait être une voix dans la nuit, oui. Pour lire Joyce ou Beckett. Oui, je parle de quelqu'un que j'ai profondément admiré et qui m'a appris des choses, ici. Des voix dans la nuit. Et les voix dans la nuit, ça c'est vous. Oui, ça, moi, je peux le dire, puisque de toute façon, c'est autant être honnête dans ce genre de choses. La première fois que je suis venu à France Culture, c'était vous qui m'aviez invité pour une publication dans les années 80, une revue que j'avais créée qui s'appelait Les Cahiers du CCI. Et je n'avais jamais mis les pieds dans la maison de la radio, ni même dans un studio, où que ce soit. Sinon, des studios de cinéma qui n'ont rien à voir avec ça. Et j'avais trouvé ça extraordinairement formidable comme atmosphère, etc. Et puis, j'avais perçu immédiatement la liberté qui régnait par la simplicité de l'outillage, qui sont simplement des micros. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à la radio à ce moment-là. Bon, il se trouve que quelques années après, on m'a proposé d'en faire. Mais je me suis intéressé comme phénomène à réfléchir. Enfin, et bon, faut dire que j'étais pas insensible aux voix en ayant fait du cinéma. Hein. C'est très important aussi, quand même au cinéma, surtout quand on fait du documentaire avec des voix off. Et puis il y avait un film qui m'avait bouleversé à la fois sur le plan formel et par son histoire. C'était le deuxième film de Wells, La splendeur des Amberson, où on entend sa voix tout du long sans jamais le voir lui. Et c'est une voix qui avait une puissance magique considérable dans la réussite de ce film. Et voilà, comme la voix de Chris Marker dans les films aussi de La Jetée ou d'autres, etc. Donc, à partir de là, bon, quand j'ai croisé, je peux très bien dire son nom, il s'appelait Alain Trutat, qui m'a... Et puis, après que j'ai découvert la radio avec vous, l'écoute d'une voix, c'est devenu quelque chose de prodigieusement intéressant. Sur deux plans mélangés, c'est-à-dire sur le plan de l'émotion sensible que ça déclenche et sur le plan de l'excitation intellectuelle que ça engage. Le livre de Claude Evenot, Un monde avant, voyage intérieur dans la peinture, est publié chez Christian Bourgois. Du jour au lendemain, Philippe Thibault, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Winston. Bonsoir.